savais que ce moment vous requinquerait pour passer bientôt à la troisième séquence, mais nous n'y sommes pas encore. On va avoir une autre petite vidéo que Patrice a légèrement introduite tout à l'heure. Une vidéo sur les idées reçues sur l'emploi qui a été tournée donc, au moment de Pôle emploi numérique. Vous verrez, c'est extrêmement fraternel. Je suis pas ton gars, mon pote. C'est pas ton pote, mec. Je suis pas ton mec, mon gars. C'est pas ton gars, mon pote. C'est de dire à l'autre qu'il est utile dans la société, qu'on a besoin de lui pour construire cette société. Finalement, nous sommes responsables de la situation de tous. Cette volonté de faire société ensemble. J'y vois d'abord la solidarité, l'entraide, la bienveillance, accepter les gens tels qu'ils sont. C'est se sentir solidaire de l'autre. Quand il va mal, j'ai un peu mal aussi. Au XIXe siècle, on a senti qu'il était nécessaire de l'ajouter à l'espèce d'affrontement frontal entre la liberté et l'égalité. Si tout le monde est libre, ça va aller contre l'égalité. S'il n'y a que de l'égalité, on va aller vers l'uniformité et on va remettre en cause la liberté. Beaucoup de penseurs ont dit mais il faut un troisième terme pour équilibrer ce face-à-face conflictuel entre la liberté et l'égalité. Et c'est la fraternité. Aujourd'hui, on voit un jeune dehors, on se dit il est feignant, tant pis pour lui, il a choisi. Il y a 25% des jeunes qui vivent avec moins de 500 € par mois. On fait quoi? On les laisse crever dans la rue? En tant que citoyen, on a un devoir de fraternité. C'est bien une des valeurs de notre République. Liberté, égalité et fraternité. Dans une période de crise économique, de chômage de masse, de montée aussi parfois du rejet des pauvres, la fraternité, c'est un élément essentiel, je dirais, si on veut réduire la pauvreté et faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Il doit y avoir des politiques publiques qui soient des politiques de solidarité envers les personnes les plus en difficulté, les plus précaires, les plus fragiles. Est-ce que les politiques publiques ne doivent pas aussi avoir pour objet de créer de la fraternité, c'est-à-dire du lien social? Est-ce que la fraternité peut devenir un critère d'évaluation des politiques publiques? Sont-elles menées dans un esprit de fraternité? Le combat pour l'emploi, il doit être mené bien sûr avec tous les acteurs concernés, mais en particulier avec les demandeurs d'emploi. Et puis également faire ensemble, parce que ça concerne beaucoup d'acteurs différents, des institutions, des demandeurs d'emploi, des associations, des accompagnants et tout. En disant, on est tous des citoyens, au nom de la fraternité, on doit se mobiliser, quelle que soit notre position sur le sujet, et faire ensemble. La plupart des catastrophes sociales créent de la solidarité, de la fraternité. Quand vous avez une catastrophe, il y a des volontaires qui viennent tout de suite. Vis-à-vis du chômage, c'est l'inverse qui se produit. Il y a une espèce de mécanisme diabolique qui crée de la distance, de l'évitement mutuel, là où il faudrait créer du lien. Oh, c'est pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. On n'est pas tes gars, mec. Nous avons un énorme déficit de fraternité à combler dans notre société. Il y a besoin de réenchanter un peu cette société qui est devenue matérialiste, utilitariste. Ça pourrait être le fondement d'un projet de société qui nous permettra de résoudre la plupart des problématiques qui se posent à nous aujourd'hui. Cette petite vidéo fait une parfaite transition pour notre dernière table ronde qui est sur le sujet de la fraternité. Comment faire plus et mieux ensemble? Et là, nous allons accueillir nos derniers invités avec Monsieur Baudet, avec Grégory, Gribowski, je vais essayer de ne pas écorcher le nom. Voilà, donc on va commencer cette séquence avec une autre petite vidéo de notre dernier invité, la fameuse chaise vide, qui est en fait celui de Jean-Louis Sanchez, président de l'Audace, qui n'a pas pu être là également comme Patrick Vivray, mais qui, comme Patrick, s'est livré au jeu de l'interview entre Noël et Jour de l'An pour répondre aux questions. La devise républicaine résume bien cette idée. Liberté, égalité, affaire de l'État, fraternité, affaire du local. Dans le prochain livre et dans les précédents. Parce que depuis 20 ans que nous organisons l'observation de la société à l'Audace, nous avons remarqué que la précarité économique
était accompagné de deux formes de précarité fortement négligées en France, la précarité des liens et la précarité des repères. Nous avons créé une sorte de barrière des âges, où dès que vous arrivez à un âge vénérable, vous n'êtes plus utile à la société, à l'école, mais aussi dans les quartiers, etc. On oublie de dire aux gens que chacun est utile pour l'autre. Donc le mot de fraternité a cette formidable possibilité d'exprimer la notion d'interdépendance. Parlons beaucoup plus d'enjeux de société. Nous ne réglerons pas les problèmes auxquels nous sommes confrontés, y compris sur le terrain d'ailleurs fortement inquiétant du terrorisme, sans cette implication dans la fraternité. Il n'y aura pas demain de sécurité sans fraternité. C'est un enjeu à la fois national et local. Je viens de le dire, les problèmes de sécurité sont des problèmes aujourd'hui qui ne peuvent plus faire abstraction. La nécessité de redonner une ambition à tout le pays. Le fait que nous ayons tendance à opposer jeunes et âgés dans notre société est contre-performant sur le plan des repères. Nous devons reconstruire ces liens pour pouvoir justement redonner de la sécurité par l'unité de notre pays. Il faut redonner du collectif, mais il faut bien évidemment de la liberté et de l'égalité pour que la fraternité fonctionne. Et inversement, il faut bien évidemment de la fraternité pour que la liberté et l'égalité fonctionnent. Donc, c'est un enjeu politique qui nécessite une forte articulation entre le national et le local, mais dans le respect réellement de la créativité des acteurs locaux. À partir du moment où l'on considère que c'est un enjeu politique, il faut nécessairement que les services publics donnent l'exemple. Nous pensons qu'il y a matière aujourd'hui à rénover profondément le service public en faisant appel effectivement au bénévolat. Et donc, nous souhaitons vraiment que l'on puisse aujourd'hui revaloriser dans le service public l'idée d'éthique de mission. Ce qui est frappant en France, c'est la différence entre la manière dont nos dirigeants voient le pays et la réalité du pays. Vu de Paris, le pays paraît surtout un but de développement personnel, économique, matériel, sans que l'on prenne en considération une autre ambition de nos concitoyens, qui est l'envie de vivre ensemble. Pourquoi ne pas transformer tous nos espaces en déshérence dans les quartiers par des jardins de cocagne? Or, ce qui est extraordinaire quand on interroge les jeunes, c'est qu'ils nous disent « Au début, on venait pour nous servir des machines, des artisans, mais maintenant on vient pour discuter avec ces personnes qui nous écoutent. » Celle qui me paraît la plus prometteuse, car elle prouve que la société française est capable d'une véritable révolution culturelle. Ce sont les journées citoyennes. Ça a été initié par un maire, notamment, en Alsace, et il a donc demandé à ses habitants, pendant une journée, de rénover les espaces verts, transformer une banque en maison de la fraternité, les locaux d'une banque. Et effectivement, on s'est rendu compte très vite que faire ensemble produisait du vivre ensemble. Nous pensons que la fraternité n'est pas une idée abstraite, mais pourrait être une idée extrêmement concrète, mais à trois conditions. La première, c'est que la décentralisation soit réellement respectée dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'on laisse une grande marge d'initiative aux acteurs municipaux. Et c'est donc dans ce dialogue que se joue la clé de l'avenir de la fraternité en France. La troisième obligation, c'est que chacun d'entre nous cesse de considérer que quand il y a des difficultés, elles sont nécessairement imputables à un adversaire. Elles sont d'abord et avant tout imputables à chacun d'entre nous. C'est pour ça que toutes les mutations nécessaires pour la survie de l'humanité passent nécessairement par cette idée que chacun d'entre nous est une promesse pour l'autre. Voilà ce que je voudrais dire pour terminer. Merci. Au sujet de fraternité, Jean-Baptiste, vous allez nous en dire quelques petits mots avant de poser ces mêmes questions à nos invités.
Oui, très brièvement, parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué déjà. D'abord, pourquoi on a mis ce mot en avant dans nos fameuses 4 valeurs? D'abord, est-ce que les 3 autres sont des valeurs qui sont toujours menacées d'être un peu froides? La créativité, ça peut être de la créativité financière, la sobriété, ça peut être une sobriété triste, alors que nous voulons évidemment une sobriété heureuse, et la justice, ça a un côté, le glaive de la justice, même si on parle plutôt de justice sociale. Et cette société est devenue trop mécanique, trop concurrentielle, trop froide. Il y a besoin de mettre de la chaleur, du sentiment, du poétique, de prendre en compte les questions de dignité, de bienveillance, d'altruisme, d'humanité, voilà, qui ne peuvent pas, qui doivent se composer avec d'autres. Mais aujourd'hui, elles sont trop contenues alors qu'elles peuvent être efficaces, et que les travaux que nous avons faits ensemble montrent que ces valeurs, ces comportements sont efficaces aussi à leur manière. La seconde raison, c'est que c'est quand même le point mort de la République. On parle sans arrêt d'égalité et de liberté, mais on débat, on essaie de mettre en œuvre, et la fraternité, elle est devenue, on a souvent cité cette phrase de Régis Debray dans son beau livre sur la fraternité, la vieille cousine qui fait tapisserie et que plus personne n'invite à danser. Voilà. Donc c'est pas normal. Et ça n'est pas. Alors ça se comprend parce que il y a eu une espèce de compétition entre fraternité et solidarité. La fraternité elle est venue au XIXe siècle pour combler un vide, comme ça a été dit, mais elle est apparue comme quelque chose d'un peu sentimental, comme des moments temporaires de fraternité dans les tranchées, ou face à une catastrophe, mais pas comme quelque chose avec lequel on pouvait faire du droit, et Dieu sait qu'on aime du droit pour faire des politiques, ou quelque chose qui était plutôt une attitude, un sentiment, mais pas une réalité concrète. Dieu sait qu'on aime le concret dans les foot, concret aujourd'hui. Voilà. Les mécanismes de solidarité ne tiennent plus debout tout seuls. Et ils ne tiennent plus debout tout seuls, je dirais, des deux côtés. D'une part, ils n'arrivent pas à résorber les questions de précarité et d'exclusion. Et on voit bien que pour lutter contre l'exclusion, il faut qu'une main se tende, il faut que des relations se créent, il faut que de la parole s'exprime, il faut que des règles du jeu soient construites en commun. Donc il faut élaborer quelque chose qui ressemble à de la fraternité. Et d'autre part, les mécanismes de solidarité sont battus en brèche par l'individualisme, et je dirais par les big data, qui vont nous permettre de sélectionner les risques. Les bons risques vont se mettre ensemble pour payer moins de cotisations et vont rejeter les mauvais risques parce que comme ça, ils paieront moins cher. Donc, on a toute une série de débats que le big data va faire apparaître. Donc, la question de la fraternité, elle est en amont de la solidarité et en aval. Et aujourd'hui, on ne peut plus vivre la solidarité sans une référence à la fraternité, sans quelque chose qu'il faut définir. Et voilà, c'est ça le sujet. Qu'est-ce que c'est que la fraternité? Il faut en débattre sur le plan théorique. Est-ce un droit? Est-ce un devoir? Est-ce que j'ai droit à la fraternité des autres? Dans quelle mesure je dois une certaine fraternité à autrui? C'est très riche, parce que tout le monde a une vision de la fraternité. Et on a intérêt à avoir chacun une vision de la fraternité et une vision collective. Et c'est ça que nous voudrions porter